Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le désespoir, source de l'engagement dont la lutte armée d'une part et de relâchement d'autre part, le mouvement pour la solidarité et la démocratie a analysé les défis auxquels font face les Burundais. C'était au cours d'une retraite qui a pris fin aujourd'hui. FuseNet, une organisation qui alerte sur les possibilités de la famine, craint que la situation au Burundi ne dégénère, vu la hausse vertigineuse des prix de différentes denrées. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'impasse dans laquelle se trouvent les Burundais réfugiés au camp de Mulongwe en République démocratique du Congo. C'est après que tous les marchés internes aient été fermés, alors que ces réfugiés craignent de s'aventurer en dehors de leur camp pour des raisons sécuritaires. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Le désespoir est le principal défi auquel font face les Burundais selon le mouvement pour la solidarité et la démocratie. Au bout de la retraite de 3 jours de ce parti, son président Alexis Sinduhije a expliqué que le désespoir de la population empêche le pays d'avancer. Suivez. Même si d'un côté, le désespoir pousse les gens à s'engager dans la lutte armée, de l'autre côté, le désespoir provoque le relâchement dans la lutte. C'est le principal défi analysé dans la retraite. Comme nous sommes dans la lutte politique, nous avons constaté un relâchement chez de nombreuses personnes. Nous allons beaucoup travailler là-dessus et nous allons leur montrer que la résignation ne leur permet pas de sortir de l'impasse, mais que le fait de se donner corps et âme leur permettra de se libérer. Le président du parti MSD indique aussi que l'arrêt de la Cour de justice de l'EAC, selon lequel le 3e mandat de Pierre Nkurunziza était illégal, montre que la communauté est-africaine a pris une mauvaise décision de déployer ses forces en République démocratique du Congo. Selon Alexis Sinduhije, le CNDD-FDD a renversé le pouvoir. Cette décision de la Cour vient confirmer ce que nous avons toujours dit, que le CNDD-FDD a fait un coup d'État. Pendant ce coup d'État, il a tué les gens, il a exilé d'autres, il a emprisonné les gens illégalement, il les a dépouillés de leurs biens. Nous avons aujourd'hui des problèmes parce que le CNDD-FDD nous a dépouillés et de notre humanité et de notre pays. Le CNDD-FDD a commis des crimes contre l'humanité, même des actions de génocide à cause du coup d'État qu'il a fait. Alors, premièrement, nous pensons que cette décision montre aux chefs d'État de la région qu'ils ont commis une erreur en cherchant à combattre ceux qui combattent le CNDD-FDD, surtout ceux-là qui ont pris les armes, ceux-là qui se trouvent en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas vous engager dans une lutte contre ceux qui combattent, ceux qui leur ont volé le pays. Deuxièmement, ça va nous donner à nous tous, surtout à la société civile, la force de montrer à la communauté internationale le vrai visage du CNDD-FDD. Ça nous permettra aussi de sensibiliser et demander aux chefs d'État des pays de l'EAC de mettre en exécution cet arrêt de la Cour. Et comment vont-ils le faire? Il faut demander au CNDD-FDD de s'asseoir sur une même table de négociation avec toutes les parties en conflit au Burundi pour organiser comment la population va voter leurs dirigeants dans des élections non volées. Voilà comment mettre en application l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'EAC.
Le mouvement pour la solidarité et la démocratie s'est également exprimé sur la guerre en Ukraine et estime que les Ukrainiens font face au même problème que les Burundis. La différence est que selon le MSD, les Ukrainiens ont eu des soutiens dans cette lutte contre l'autocratie et le totalitarisme. Encore une fois, Alexis Sinduhije. Cette guerre-là, on dit que c'est une guerre entre la démocratie et la liberté d'un côté, contre l'autocratie et le totalitarisme de l'autre côté. Notre position, c'est la liberté des Burundais. La peine des Ukrainiens, c'est la peine des Burundais aujourd'hui. La chance des Ukrainiens, c'est qu'ils ont eu des soutiens. Mais les douleurs qu'ont les Ukrainiens, ce sont les mêmes douleurs que ressentent les Burundais. Parce qu'aujourd'hui, le pays des Burundais est occupé par ceux qui les tuent, qui les exilent, qui violent leurs droits, de la même façon que ce qui arrive aux Ukrainiens. Ce que nous demandons tout simplement, c'est que nos douleurs, nos pleurs, notre persécution soient également constatées par le monde entier, comme c'est le cas pour l'Ukraine. C'est ça notre position. Le président du MSD, Alexis Sinduhije, répondait aux questions d'Émile Nibasumba juste après la retraite de 3 jours de ce parti. Le MSD qui a également évoqué d'autres questions comme les élections des notables des collines et des quartiers à suivre dans nos éditions ultérieures. Les droits de l'homme à présent dans notre série de reportages sur l'injustice subie par 3 infirmiers du centre de santé d'Obujondi, situé en commune Kayogoro de la province Makamba. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une deuxième commission dépêchée par le numéro 1 burundais après les lacunes détectées dans le rapport lui confié par la première commission. Comme vous allez l'entendre dans ce témoignage d'un des médecins prestants à Makamba et qui a suivi de près ce dossier, les conclusions de ces 2 rapports sont diamétralement opposées. Suivez. bamushyize icyo cyegeranyo yaciye arungika iyindi delegation itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu ikiraza. Une fois le premier rapport parcouru, le président a mis sur pied une autre commission d'enquête qu'il a envoyée pour s'enquérir de la situation sur place. C'était le 22 juin. Cette deuxième commission avait pour mission d'élucider le cas d'une femme qui aurait accouché dans la cour intérieure du centre de santé de Bujondi sans assistance médicale, contrairement à la première commission constituée par l'administrateur de Kayogoro, le médecin chef de district, ainsi que le médecin provincial de Makamba. La deuxième commission était composée par 5 personnes basées à Bujumbura, d'autant juristes, lesquelles personnes n'avaient rien à voir avec cette affaire. Quand ils sont arrivés, l'infirmière Rose Buchumi n'était pas encore sur le lieu. En attendant, la commission a commencé à recueillir les témoignages des chefs collinaires, des animateurs de santé et des membres du comité de santé d'Ikoza. Au fait, ce centre de santé est fréquenté par des habitants provenant essentiellement de 3 collines. Après avoir auditionné ce premier groupe, la commission s'est alors entretenue avec le personnel du centre de santé de Bujondi, nouvellement embauché. Dans l'entretemps, l'infirmière Rose Buchumi a fait son entrée et les membres de la commission, après une brève présentation, lui ont fait savoir qu'ils étaient envoyés par le président de la République pour enquêter sur le cas d'une femme qui aurait accouché dans le jardin de la place. Ils lui ont également fait savoir qu'ils comptaient sur sa franche collaboration. Il a acquiescé et a demandé en premier lieu que l'administrateur à l'origine de ces accusations révèle d'abord le nom de la femme, le nom de ses parents, ainsi que son lieu de résidence. Il a par après exigé qu'on apporte le registre d'accueil, celui de consultation postnatale, celui de la maternité et celui de vaccination, ainsi que le registre obstétrical. Et l'infirmière Rose Buchumi de dire que si toutes ces preuves réunies la désigner coupable, elle reconnaîtrait ses torts et toutes les sanctions qui vont avec. Mais les membres de la commission lui ont fait savoir que toutes les personnes interrogées, y compris l'administrateur, n'ont pas fourni aucun élément prouvant que cette femme a réellement existé. C'est ainsi que l'infirmière a avoué à cette commission que toute cette affaire a été montée de toutes pièces pour se venger d'elle après qu'elle ait été révélée et dénoncé le détournement d'1 350 000 francs burundais opéré en complicité de l'administrateur de Kayogoro. Par après, la commission a conclu que les accusations portées contre l'infirmière Rose Buchumi n'étaient pas fondées.
Et avant de partir, le président de la dite commission a prodigué des conseils à l'Assemblée présente, surtout aux administratifs, leur demandant de ne plus s'immiscer dans la gestion des structures sanitaires. Le responsable du parti CNDD-FDD à Kayogoro ainsi que l'administrateur sont alors tombés des nues et n'ont rien trouvé à redire. Mais ce qui nous a fort surpris et étonné, c'est que malgré le rapport de cette deuxième commission, rien n'a été fait pour rétablir cette infirmière et ses confrères dans leurs droits. bakaba bagira icegeranyo cya kabiri kuri iyo komisiyo yarumvise n'umukuru w'igihugu bafata n'amajwi bakabitanga hanyuma ntibafate ingingo. Inquiété par la tournure que prenait cette affaire, révèle notre source, l'administrateur de Kayogoro a joué des pieds et des mains pour faire disparaître toutes les preuves pouvant innocenter l'infirmière mise en cause. Iyo komisiyo ya mbere urumva yuko yatanze icegeranyo. Vous comprenez alors que la première commission a présenté un faux rapport du fait que les animateurs et le responsable du comité de santé et ses membres ont été corrompus. Ont reçu également des pots de vin la femme qui a mis au monde des jumeaux ainsi que son époux. Pendant l'accouchement, cette femme avait été assistée par Rose Buchumi. Elle a accouché à 23h30 et a donné naissance à des jumeaux. Le premier enfant avait 1,5 kg et le second 800 grammes. C'est à partir de cette femme qu'on a voulu orchestrer des montages parce que la femme qui a accouché dans le jardin n'existait pas comme l'ont prouvé les deux commissions. Il y a aussi des fiches appelées dossiers obstétricaux qui aident à faire le suivi d'une femme depuis son admission jusqu'à l'accouchement et même son évolution après l'accouchement. Ce sont donc ces fiches que l'administrateur a saisies et les a cachées. Parmi ces fiches figurent même celles qui datent de depuis 2020. Il les a conservées dans son bureau, arguant qu'elles appartiendraient aux femmes qui auraient été mal assistées par l'infirmière Rose Buchumi. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des tentatives du médecin provincial de Makamba pour se tirer du pétrin dans lequel il s'est mis en destituant illégalement l'ancien titulaire du centre de santé d'Ojondi, impliqué dans ce dossier. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Le Premier ministre donne une semaine au ministère de l'Agriculture et à l'usine FOMI pour trouver solution au problème dû au manque d'engrais FOMI. L'ultimatum a été donné lors d'une réunion d'échange tenue à Gitega avec différents administratifs sur les préparatifs de la saison culturelle A. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. Dans cette réunion de ce samedi, le Premier ministre burundais a invité le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, le ministre de l'Intérieur, des gouverneurs, des hauts cadres du ministère de l'Agriculture, des directeurs provinciaux de l'agriculture et de l'élevage, des administrateurs et des cadres de FOMI. Entre autres, le programme à l'ordre du jour était se rendre compte de l'état des lieux de la disponibilité de l'engrais FOMI. Ainsi, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a donné un délai d'une semaine au ministre ayant l'agriculture et l'élevage de ses attributions et à l'usine FOMI pour qu'il puisse d'abord régulariser les agriculteurs qui avaient payé pour recevoir du fertilisant mais qui n'ont pas été servis la saison culturelle passée. Dans cette réunion, il a été révélé que la saison culturelle A, il faudra 50 000 tonnes du fertilisant FOMI pour satisfaire la demande des agriculteurs à travers tout le pays. L'usine FOMI a reconnu que jusqu'à présent, elle a seulement 17 000 tonnes dans ses stocks. Et l'usine a fait savoir dans cette réunion qu'elle fait face aux problèmes de devises, le mobile principal qui l'empêche de se procurer de la matière première pour produire la quantité dont elle a besoin qui satisferait toutes les demandes. Ici et là dans le pays, la population n'a jamais cessé d'alerter sur la manière dont la distribution du fertilisant FOMI se passe. Elle dénonce le favoritisme ou des fois même le fait que ce fertilisant se vend à un prix élevé contrairement aux recommandations du gouvernement. Il n'est pas rare d'entendre des allégations selon lesquelles ce fertilisant serait vendu à l'extérieur du pays. Il est à signaler que dans les réunions de ce samedi, on a également touché sur la disponibilité des semences sélectionnées auprès des agriculteurs.
Merci à toi Marie-Ange Ilakoudzi. Et puis le pouvoir d'achat de la population burundaise diminue du jour au lendemain alors que les prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper. Une situation qui inquiète l'organisation FuseNet. Dans un rapport publié par cette dernière, elle souligne que cet état de choses limite l'accès de la population à la nourriture. Eric Nionzima. En outre, les prix des denrées alimentaires de base est supérieur d'environ 20 à 30% par rapport à la moyenne quinquennale, peut-on lire dans le rapport de l'organisation FuseNet. Également, selon cette organisation, ces prix étaient 5 à 40% supérieurs au prix de l'an dernier. La hausse des prix des denrées alimentaires indique que cette organisation est principalement due à l'augmentation des coûts de transport aux coûts de production élevés et au taux d'inflation élevé. Entre janvier et juillet, rappelle FuseNet, les prix du carburant ont augmenté de plus de 40% sur le marché officiel, mais sont 3 fois plus élevés sur le marché parallèle. Pour cette organisation, les prix élevés du carburant augmentent les coûts de transport et de nourriture. Cependant, la levée de l'interdiction d'importer du maïs en place depuis mars 2022 trouve FuseNet devrait améliorer les importations de maïs jusqu'en janvier 2023. Améliorer légèrement sa disponibilité et faisant baisser les prix des denrées alimentaires. La plupart des régions du Burundi, note FuseNet, dans son rapport continueront à connaître des résultats minimaux jusqu'en janvier 2023, soutenus par les stocks alimentaires de la récolte poche de la moyenne de la saison B 2022, la production agricole moyenne de la saison C 2022 et l'accès régulier aux sources de revenus en 2022. Cependant, conclut FuseNet, des résultats en stress sont attendus dans les zones de basse terre de l'Est et du Nord et du plateau aride de l'Est jusqu'en janvier 2023 en raison de revenus inférieurs à la moyenne provenant de la vente des haricots, des prix élevés de denrées de base et de revenus inférieurs à la moyenne provenant des échanges transfrontaliers avec la Tanzanie et le Rwanda. Eric Nionzima, je vous le disais en titre, les réfugiés burundais du site de Mulongwe en République démocratique du Congo dénoncent les actes de harcèlement et de violation des droits humains dont ils sont victimes. Ils précisent qu'ils sont interdits de faire le petit commerce à l'intérieur du site et sont obligés de fréquenter le marché situé loin de ce site où leur sécurité n'est pas du tout garantie. Et ceux qui osent étaler leurs marchandises les heures de la nuit à l'intérieur du site voient leurs marchandises vandalisées ou confisquées par des policiers et des agents de sécurité communément appelés Sungu-Sungu. Au point avec Onésime de Chimagit. Ces réfugiés burundais du site de Mulongwe en République démocratique du Congo avaient l'habitude d'étaler leurs produits agricoles à l'intérieur de ce site, surtout pendant la soirée, autour de leurs activités champêtres. Ils déplorent le fait qu'ils sont pour le moment interdits d'exercer aucune activité commerciale à l'intérieur de ce site et sont recommandés de fréquenter le marché situé à quelques kilomètres de ce site où la sécurité n'est pas du tout garantie. Il précise que celui qui refuse d'obtempérer à cette mesure, ces denrées alimentaires sont vandalisées ou confisquées par des policiers ou des agents de sécurité communément appelés Sungu-Sungu. Un de ces réfugiés témoigne. Ce sont des agents de sécurité qui nous m'amènent, à savoir les policiers et les Sungu-Sungu. Ils ont confisqué la farine que j'avais sur moi lorsque je la déposais par terre pour aller acheter le poisson chez une voisine. Au même moment est venue une femme pour me demander de lui donner quelques kilogrammes de farine pour que ses enfants trouvent de quoi manger. C'est ainsi que papa Sungu-Sungu et sa compagnie sont venus pour prendre mes produits. J'ai essayé de résister, mais ils ont fini par s'emparer de ma farine. Moi et mes enfants avions alors passé la nuit sans rien manger. Cette femme indique que la façon dont ils sont traités est une violation des droits humains, car il est impossible qu'il n'y ait pas au moins de petites activités commerciales au sein d'une population de plus de 6 000 personnes. Depuis longtemps, là où il y a beaucoup de gens, on y trouve des activités commerciales. Il y a de petits marchés qui se servent surtout pendant la soirée, communément appelés Kansoko. Ce genre de marché se ferme ici à partir de 17h30 et se ferme aux environs de 18h. Pour le moment, celui qui ose étaler ses produits agricoles à l'intérieur du site, notamment des tomates pour gagner au moins 200 francs pour acheter le sel, ils sont vandalisés ou confisqués par les agents de sécurité. Ces réfugiés du site de Mulongwe indiquent que là où ils sont recommandés d'aller vendre leurs produits agricoles est non seulement trop loin,
Mais la sécurité n'est pas garantie surtout qu'ils trouvent les clients pendant la soirée. Lorsqu'ils rentrent dans leurs activités champêtres, ils plaident pour que les se vendent leurs produits agricoles à l'intérieur du site pour se vivre. D'autant plus que l'assistance du HCR a été trop diminuée et n'arrive jamais à temps. Ils nous ont vraiment perturbés. On n'arrive pas à trouver de quoi nourrir nos enfants. Nous avons tellement faim. Nous leur demandons de nous laisser vendre nos produits agricoles à l'intérieur du site, plus précisément au village 14, pour pouvoir trouver de quoi faire vivre nos familles. Là où ils nous recommandent d'aller exercer, c'est trop loin. On doit dépenser 1500 de frais de déplacement, alors que cet argent peut nous aider à trouver de quoi nourrir nos enfants. Gatanagi, qui représente ces réfugiés du site de Murongwe, indique lui aussi que ce qu'on demande à ces réfugiés de faire est non seulement impossible, mais aussi inquiétant, surtout qu'on ne cesse de tuer des gens aux alentours de ce site. Il est quasiment impossible pour un réfugié d'aller vendre ses produits en dehors du site pendant la nuit, surtout qu'il y a de l'insécurité. Des gens sont tués et les enquêtes n'ont jamais abouti. Les réfugiés qui sont en dehors du site, à la tombée de la nuit, rentrent en courant. Pour dire que ça nous inquiète beaucoup d'entendre de telles exigences. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives dans la province du Sud Kivu, ainsi que les représentants du HCR, pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Et voilà, c'est sur ce reportage de mon confrère Onésime Douchimagidze que prend fin le journal en français de ce dimanche 18 septembre 2022. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.